La motivation est un concept complexe qui établit un lien entre performance individuelle, performance collective et performance de l'entreprise. La motivation doit permettre l'implication du salarié au service de la performance de l'entreprise. Il existe de nombreuses définitions de la motivation et toutes font ressortir 4 éléments de base. Tout d'abord, une direction, un but à atteindre. Ensuite, il va falloir des efforts pour atteindre ce but. Dans un troisième temps, il va falloir un élément déclencheur de comportement qui va pousser à l'action. Et enfin, il va falloir une continuité des efforts dans le temps. Au XXe siècle, l'industrialisation et la croissance des entreprises vont pousser les théoriciens de l'organisation à se pencher sur les facteurs qui vont permettre d'accroître les performances de l'entreprise. Ils mettent en évidence que la motivation au travail a un effet sur la qualité du travail et sur l'efficacité des salariés. Ainsi, plusieurs théories sont mises en avant. Pour Taylor, la motivation des ouvriers provient uniquement de la rémunération versée. Il met donc en place un salaire au rendement qui sera le seul susceptible de stimuler la productivité des salariés. Mayos s'éloigne radicalement de cette approche. Euh, Ces études vont lui permettre d'identifier un autre facteur de motivation, celle des relations humaines. Selon lui, l'intérêt et l'attention portés au travail des ouvriers va provoquer une augmentation de leur motivation et de leur productivité. Maslow, quant à lui, fait une synthèse des études sur la motivation sous la forme d'une pyramide à 5 niveaux, la pyramide de Maslow. Partant des besoins vitaux et physiologiques, les individus cherchent à combler des besoins d'une toute autre nature, besoins de sécurité, besoins sociaux, puis d'épanouissement personnel. Pour motiver ses salariés, l'entreprise doit s'inscrire dans cette recherche. Herzberg analyse la motivation selon deux axes, d'où le nom de théorie bifactorielle. Il met en avant dans un premier temps des facteurs extérieurs ou des facteurs d'hygiène, tels que la rémunération ou encore la qualité des relations hiérarchiques, qui vont être nécessaires pour éviter la démotivation, mais qui ne vont pas avoir un impact conséquent sur la motivation. C'est pour ça qu'ils mettent en avant le deuxième facteur, qui sont cette fois des facteurs plutôt valorisants, tels que l'intérêt du travail, les responsabilités, l'autonomie, qui vont tous générer la satisfaction du salarié et contribuer ainsi à sa motivation. Vroom développe une théorie de la motivation appelée théorie du résultat escompté ou encore théorie des attentes. Il montre que la motivation résulte de la combinaison de trois facteurs qui sont la valence, l'instrumentalité et l'attente. Adams, quant à lui, va prolonger les travaux de Vroom en disant que le travailleur va en permanence comparer les différentes conditions de son emploi avec celles de ses semblables, avec celles d'autres individus, et si ces conditions sont identiques, le salarié sera motivé car il aura un sentiment de rétribution équitable. Il existe différents outils pour favoriser la motivation dans les entreprises. Dans le sens des travaux de Taylor, on retrouvera par exemple la rémunération. Il existe également des instruments, des outils plutôt personnels tels que l'amélioration des conditions de travail, organiser des formations, évolution de carrière, polyvalence, enrichissement des tâches, etc. Il y a également des instruments plutôt collectifs cette fois, tels que le climat social, donc on va améliorer ici la qualité des relations au travail, ou encore favoriser la communication interne. La culture d'entreprise est un élément déterminant pour créer une motivation collective au sein de l'entreprise. Mais au fait, la culture, c'est quoi? Eh bien, Thévenet définit la culture d'entreprise comme un ensemble de références partagées dans l'entreprise, qui se construit tout au long d'une histoire.
La culture d'entreprise est donc un ensemble cohérent d'attitudes communes à toutes les parties prenantes de l'entreprise. Cette culture d'entreprise va reposer sur des valeurs partagées et va permettre de fédérer les personnes autour des objectifs communs. La culture de l'entreprise peut s'étudier au travers de 5 composantes. La première composante, ce sont les valeurs. Ce sont l'ensemble des idées et croyances qui sont partagées par les différents acteurs de l'entreprise. Les mythes, ce sont les histoires et les anecdotes qui vont circuler dans l'entreprise. Les tabous, ce sont des situations, des événements qu'il ne faut jamais évoquer dans l'entreprise. Les symboles sont par exemple des signes qui représentent l'entreprise, tels que les logos, les mascottes, la tenue vestimentaire, etc. Les rituels, enfin, ce sont des actes répétitifs qui vont rythmer la vie de l'entreprise. L'embauche, les départs en retraite, les fêtes, etc. Sayert et March, à travers leur théorie du décideur politique, montrent que seuls les individus ont des buts. Les objectifs d'une organisation vont en fait résulter de négociations, de compromis entre les coalitions d'individus qui mènent une stratégie selon leurs propres intérêts au sein de l'organisation, à travers des jeux de pouvoir et des jeux d'influence. La culture d'entreprise contribue donc à la mise en œuvre de la stratégie qui sera définie par l'entreprise. Elle est donc source d'avantages concurrentiels et est très largement un outil de motivation et d'implication pour les salariés. Elle va également contribuer à réguler les conflits et à apaiser les divergences dans l'entreprise. La culture d'entreprise est imprégnée de la culture régionale, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs et des croyances autour desquelles se retrouve la grande majorité de la population d'une région, d'un pays par exemple. La seconde variable qui est ici mise en évidence est la culture du métier. Chaque profession possède des valeurs, des savoirs, des règles qui lui sont propres. Ces différentes variables sont des variables externes. On s'aperçoit donc qu'il y a des variables internes telles que l'histoire de l'entreprise qui va dégager ses principales valeurs, qui va dégager sa structure. Le système de valeurs de l'entreprise va correspondre quant à lui à un mode de pensée, à un ensemble de croyances qui vont guider le personnel de l'entreprise. Enfin, les dirigeants marquent l'évolution de l'entreprise par leurs actions, qui font partie également de la culture. Cependant, la culture d'entreprise peut être un obstacle à des changements stratégiques importants. C'est par exemple le cas lors de la privatisation d'entreprises publiques. Ben oui, passer d'un usager à un client est un changement culturel important et qui va être difficile à mettre en œuvre. Et mais aussi la montée de la précarité qui interroge sur le sentiment d'appartenance et les salariés savent dès l'embauche qu'ils ne resteront pas dans l'entreprise. Donc comment adhérer à des valeurs sachant qu'on ne va pas rester dans l'entreprise. Dans le cas des fusions d'entreprises, eh bien il peut s'avérer avoir la présence d'incompatibilité des cultures d'entreprise et il peut y avoir ainsi des résistances au changement.